L'Europe, c'est nous. 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 Bonjour et bienvenue sur LNFM dans votre émission L'Europe, c'est nous. Une émission présentée par Tiffaine Fabre et Fiona Gaimbaré. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'alimentation et plus particulièrement à la sécurité alimentaire. Alors qu'est-ce qu'on trouve vraiment dans nos assiettes ? À cette occasion, nous accueillerons Enrico Fabretti, secrétaire général adjoint de Clitravi. Alors Clitravi, c'est le centre de liaison des industries transformatrices de viande de l'Union européenne. Et nous ferons un tour de la question avec nos reporters. Alors finalement, aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qu'on consomme, ou du moins ce que peuvent contenir les plats préparés. Le docteur Mouton, nutritionniste, nous donne donc des conseils pour mieux manger et être sûr de ce que contiennent les produits et aliments que nous choisissons. Il répond au micro d'Hélène Teupens. Du cheval dans vos lasagnes ou dans vos boulettes, des bactéries fécales dans de la tarte. Est-ce bon pour la santé de consommer des plats préparés et que contiennent-ils ? Le nutritionniste Georges Mouton nous donne son avis sur les indications que l'on retrouve sur les étiquettes de nos produits. Il y a un certain nombre de produits qui n'ont pas besoin de déclarer tous leurs ingrédients, ce qui est quand même un peu choquant. Par exemple, si vous achetez une motte de beurre, il est mis 81% de matière grasse. Point final. Alors, qu'est-ce que c'est les 19% qui restent ? On n'en a pas la moindre idée. Donc, l'étiquetage, il est largement perfectible. Mais enfin, il y a beaucoup de choses à aller chercher sur les étiquettes. Donc, moi, j'incite beaucoup mes patients à aller voir les étiquettes. En plus de ces étiquettes, ce nutritionniste nous donne des conseils pour manger mieux. Dans un monde idéal, on se nourrirait d'aliments qui n'ont pas d'étiquette. Les deux grandes règles, c'est d'essayer de se nourrir d'aliments locaux, donc qui n'ont pas suivi tout ce circuit commercial abject, et des aliments de saison. Le docteur Mouton met aussi en garde concernant les sucres et le fructose que composent nos jus de fruits. Il conseille avant tout de cuisiner des produits frais plutôt que d'acheter des produits préparés. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Alors on revient maintenant sur les scandales alimentaires de ces dernières semaines, notamment en matière de viande donc. Alors une dizaine de pays ont été touchés au niveau européen et de nombreuses filières concernées. Alors Céline Brut, bonjour. Bonjour. Alors on va revenir un peu avec vous sur ces affaires. Alors qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé, Céline ? Alors tout commence avec un inspecteur sanitaire d'Irlande du Nord qui constate un problème d'étiquetage sur un stock de viande surgelée. Le scandale éclate mi-janvier. Jusqu'à 29% de viande chevaline se trouve dans des steaks hachés supposés être au bœuf dans des supermarchés comme Tesco, Iceland et Lidl. Alors ce sont des dizaines de millions de steaks qui sont retirés des étalages. Le 7 février, c'est l'Agence britannique de sécurité alimentaire qui annonce que des lasagnes distribuées par la marque de surgelé Findus, censées aussi être au bœuf, contiennent pour certaines jusqu'à 100% de viande de cheval. Le scandale traverse ensuite la Manche, le 9 février, avec l'annonce par Findus France du retrait de ses rayons de 3 de ses plats préparés. Ce n'est pas Findus, en fait, qui a produit les lasagnes incriminées, mais un sous-traitant français basé à Metz, appelé Comigel. Alors l'implication de Comigel donne une nouvelle ampleur au scandale, dans la mesure où la société fabrique des plats préparés pour au moins 28 entreprises dans 13 pays, dont différents gros distributeurs tels que Monoprix, Carrefour ou Auchan. Ensuite, c'est le spécialiste des surgelés français Picard, qui rappelle lui aussi plusieurs lots de lasagnes et de chili. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, c'est la chaîne de supermarchés Waitrose qui annonce qu'elle retire des plats de boulettes de viande. Ils y ont découvert des traces de porc. Donc décidément, rien ne va plus et la longue descente aux enfers des marques ne s'arrête pas là. Le 19 février, c'est au tour de Nestlé de faire ses excuses aux consommateurs. Des lasagnes contenant de la viande de cheval à destination du marché de la restauration sont retirées de la vente en France et au Portugal. Cette fois, c'est bien le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire qui est touché par le phénomène. Igloo se lance le 22 février et annonce le retrait de son chili con carne, fabriqué par un sous-traitant belge cette fois. La viande équine est vraiment partout. Le 26 février, c'est au tour de Panzani de détecter du cheval dans ses raviolis et le slogan bien connu de la marque Panzani aussi sonne alors ridiculement ironique. Mais il s'agit aussi un peu d'Ikea, non, il me semble ? Ah oui, tout à fait. Ikea est rentré dans le jeu en annonçant le même constat que Findus et Picard avant lui. L'entreprise a directement retiré toutes ses boulettes de viande du commerce dans quand même 14 pays européens. Malheureusement pour le géant suédois de l'ameublement, ça ne s'est pas arrêté là puisque le 5 mars, Ikea annonce le retrait dans 23 pays,
de ces tartes au chocolat potentiellement contaminées par des matières fécales. Autant dire que c'est un coup dur pour l'image de la société. Oui, donc on peut dire que la liste est relativement longue donc, et que les pays finissent par tomber finalement un peu un à un. Ah ouais, ça c'est sûr. Même l'Islande, qui n'est pas tout à fait un pays européen, puisqu'elle est juste sur la liste d'adhésion à l'Europe, est frappée finalement par cette vague. Donc je m'explique, les autorités sanitaires islandaises qui cherchaient de la viande de cheval n'en ont pas trouvé dans les produits testés, mais en fait elles n'ont d'ailleurs pas trouvé de traces de viande du tout dans une tarte qui se disait pourtant être à la viande de bœuf. C'est incroyable, mais c'est vrai. Selon la marque concernée, dont je n'ai pas essayé de citer le nom, parce que c'est compliqué la prononciation, la viande aurait été en fait remplacée par des protéines végétales. Alors ceci explique la violente poussée de fièvre de ces dernières semaines dans le milieu médiatico-agroalimentaire, puisque les médias s'emparent de ces scandales. Quand il ne neige pas en ce moment, on parle de ça. Enfin, maintenant, on parle un peu du pape aussi. Mais on a quand même comme une impression de déjà-vu, puisqu'il y a quelques années, les scandales étaient ceux de la grippe aviaire, de la vache folle, de l'huile frelatée dans les pâtes à tartiner. Donc les scandales ne cessent jamais d'être exploités. Et même si les médias en font peut-être un peu trop, comme à leur habitude, il est temps d'exiger en tant que citoyen et consommateur plus de transparence de l'industrie agroalimentaire. Donc ça prend une ampleur de plus en plus importante. Oui. Merci Céline. Alors justement, en parlant d'industrie agroalimentaire, Enrico Frabetti, vous êtes ici pour représenter Clitravi, qui s'occupe des intérêts des entreprises de transformation de viande au niveau européen. Alors pour commencer, bonjour, oui. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par viande transformée ? Oui, bon, tout d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous et d'essayer un peu de faire connaître un peu le monde de l'industrie alimentaire, dans ces cas-là de l'industrie de la viande transformée, aux citoyens, on vous dit, aux consommateurs. Pour la viande transformée, c'est beaucoup de choses. Tout d'abord, on parle des premières et deuxièmes transformations. La première transformation, pour être clair, c'est l'abattage, normalement. La deuxième transformation, c'est ce qu'on fait avec cette viande. Donc, il peut être de la viande hachée, qui peut être de la charcuterie. Nous, en fait, comme association européenne, on représente plutôt les transformateurs dans le sens des producteurs de charcuterie. Et en plus, cette viande peut aller, comme vous l'avez dit, dans des plats préparés, dans de nombreuses recettes, peut aller après directement chez les secteurs HoReCa. Donc, il y a vraiment beaucoup de connexions. Et ce qui était important, je pense, dans toute cette affaire et qui a été aussi mis en lumière, mais il ne faut pas avoir peur de ça, et ça je le dis, c'est le fait qu'il y a beaucoup de commerce et d'intermédiaires parmi les différents passages de la filière. Pourquoi on utilise ce procédé de viande transformée Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'est bon marché, c'est moins cher ou... Non, le terme transformé, ça signifie et la transformation, ou la transformation, ça peut être même le fait qu'il était coupé. Donc, c'est pas forcément que le terme transformation, ça signifie qu'on vient est plus à bon marché. Peut-être vous faites plutôt référence à la viande hachée qui était un peu concernée dans ces scandales, donc qui était mis dans les lasagnes, par exemple. Évidemment, quand on viande hachée, c'est de la viande, mais c'est aussi du gras ou c'est des autres matières qui sont mélangées. Donc, évidemment, là, il n'y a plus éventuellement des possibilités pour avoir moins de qualité. On peut dire comme ça, tandis que, par exemple, un jambon, c'est une pièce d'un animal, il y a rien d'autre, quoi. D'accord. Et donc, pour revenir au scandale du cheval, est-ce que, la viande de cheval a été utilisée parce qu'elle était meilleur marché que la viande de bœuf, en fait? Oui, c'est ce qu'on a compris. En effet, j'étais quand même étonné parce qu'en tant qu'Italien, chez nous en Italie, la viande de cheval est beaucoup plus chère que la viande bovine. Donc, je me disais, tiens, c'est la première fois qu'il y a un scandale dans lequel on va améliorer un produit, tandis que le rendre pire, parce qu'en effet, la viande de cheval, en tout cas, c'est une viande qui est sûre du point de vue alimentaire, donc c'est une viande qui peut être consommée. C'est une viande à une très haute valeur protéique. Bien évidemment, si elle est dans un produit, elle doit être dans l'étiquette. Donc, c'est ça la fraude, n'avoir pas mis dans l'étiquette les contenus de la viande. Est-ce que ce serait dû à un problème de traçabilité, alors ? Non, je pense que c'est vraiment un problème de fraude. Enfin, c'est le fait que, comme vous l'avez dit, dans certains pays, évidemment, cette viande est moins chère que la viande de bœuf. Et pour cette raison-là, étant donné qu'elle est similaire, surtout quand elle est hachée, elle a été mélangée,
d'une façon pour laquelle il n'était pas possible de la reconnaître, même au niveau du goût. Mais je tiens à souligner, il s'agit d'une fraude. Donc, ce n'est pas une pratique commune au niveau alimentaire, c'est vraiment une fraude qui a vraiment touché, en tout cas, toutes les entreprises. Il y en a beaucoup qui travaillent de façon honnête avec tous les systèmes de sécurité en place. Donc, c'est quand même très, très dur pour nous. Et dans un communiqué de presse de Clitravi du 14 février, vous disiez que même si l'étiquetage du pays d'origine avait été mis en place, il n'aurait pas empêché ni découvert la fraude. Donc, est-ce que, du coup, l'étiquetage n'est pas tellement une mesure très fiable, finalement, à l'heure actuelle ou Oui, c'est ce qu'on dit en effet, c'est que parce que suite à ça, surtout beaucoup de politiciens sont prêts à dire on va mettre l'origine surtout sur tous les ingrédients. Et nous on a dit non parce que c'était pas une fraude sur l'origine de la viande, c'était une fraude sur la viande telle quelle. En effet, dans le secteur, éventuellement la viande bovine qui est déjà très très réglementée. Donc la question c'est pas on va mettre des nouvelles règles. Non, on a déjà beaucoup de règles. Surtout on a déjà un système de traçabilité qui est très bon en Europe et qui fonctionne, qui a permis de découvrir tout ça. Il faut maintenant faire fonctionner ces règles. Il faut les appliquer, peut-être de façon plus uniforme. Il faut peut-être plus de sanctions aussi pour faire en sorte que ceux qui ont peut-être l'intention de faire une fraude, ils vont dire non, je dois payer 7 fois ou 10 fois ce que j'ai éventuellement gagné avec cette fraude, alors je ne vais pas le faire. Mais non, ce n'est pas le cas. Et donc, je pense que c'est vraiment le point faible de la question. Mais est-ce que ça ne mettrait pas un peu en hésitation? Enfin, est-ce que, en tout cas, la sûreté de la chaîne d'approvisionnement de la viande n'est pas du coup un peu en effondrement? Parce qu'au final, on élève dans un pays, on abat dans un autre, on distribue encore dans un autre pays. Est-ce que, justement, ça n'a pas après un problème sur ces contrôles-là, justement tous ces contrôles qui doivent être faits justement dans les usines d'abattage, qui ne devraient pas être plus pointus il est évident que chaque opérateur doit être vigilant et doit être responsable et assurer que les produits qu'il achète et les produits qu'il transforme, qu'il après vend, soient conformes aux règles. Mais ce n'est pas le fait de changer de pays qui pose des problèmes. En effet, dans l'Union européenne, on s'est donné un marché unique et on a toutes les mêmes règles. Donc, évidemment, les règles qu'on a en Italie sont les mêmes règles qu'on a à la Belgique. Donc, en théorie, il ne doit pas y avoir des différences. La réalité, c'est en effet maintenant de l'industrie, pas seulement l'industrie de l'avion, c'est en général l'industrie agroalimentaire. On a beaucoup de commerce, beaucoup de passages. Mais parce qu'on a ces marchés intérieurs, donc les entreprises peuvent décider d'acheter n'importe où, parce qu'ils savent que tout son produit doit respecter certaines règles, même s'il vient du Royaume-Uni ou de la France, du Portugal. Du coup, par exemple, la viande de cheval, si elle est plus chère en France qu'elle l'est dans un autre pays, alors on peut comprendre pourquoi, finalement, l'équité, là, elle n'existe pas vraiment, de ce fait, sur les tarifs ou sur... Évidemment, je pense que les marchés intérieur européen, il n'est pas complet, il manque encore beaucoup de choses. Évidemment, le même matière première peut avoir des coûts différents dans certains pays. C'est le résultat de beaucoup de facteurs, y inclut par exemple les systèmes de règles de travail qu'on a dans certains pays ou pas, qui est compétence des États membres par exemple, ou compétence fiscale. On peut quelqu'un parlait du dumping social ou des choses comme ça. Mais là, c'est pas maintenant juste de demander aux entreprises qui utilisent les marchés intérieurs, on va leur dire d'un jour à l'autre, non, vous pouvez plus le faire. Ça serait quand même bizarre parce qu'on a payé beaucoup pour arriver là-bas et... Bien, merci Monsieur Frabetti. Alors depuis la découverte de ce scandale de viande de cheval dans des lasagnes dites 100% bœuf, on peut se poser la question qu'est-ce que ça change en fait de manger du cheval? Et c'est à cette question que répond Arthur Janssen. Rassurez-vous tout de suite, manger de la viande de cheval n'est pas dangereux en soi. Ce qui pose problème dans cette affaire, c'est la manière dont cette viande s'est retrouvée dans les plats préparés en France, notamment chez Findus. Cela laisse penser qu'elle n'a pas été contrôlée comme elle aurait dû l'être. À Bruxelles, le laboratoire intercommunal bruxellois de chimie et de bactériologie se charge des analyses de repas servis dans les collectivités. Il contrôle aussi l'hygiène des établissements et a des programmes d'analyse de denrées particulières.
Contacté par téléphone, Yvan Seus, ingénieur chimiste et directeur de Brulabo, nous assure qu'avoir de la viande de cheval dans son assiette, ce n'est pas mortel. Il nous rappelle également que cette fraude n'est pas un scandale alimentaire comme on en a connu avec la vache folle ou la crise de la dioxine. Le problème ici était surtout que les gens étaient trompés sur l'identité de ce qu'ils achetaient. C'est un problème d'étiquetage principalement, ce n'est pas apparemment un gros problème du point de vue de la santé, sous réserve évidemment que ces viandes ne contiennent pas des produits, des hormones, des médicaments, que sais-je, qui ne seraient évidemment pas compatibles avec la chaîne alimentaire. Mais le seul fait de consommer de la protéine de cheval n'est pas un risque. D'ailleurs, il y a toujours eu des boucheries chevalines, donc c'est plutôt une question culturelle. Il y a dans certains pays, donc on n'a pas l'habitude de consommer du cheval. Ici en Belgique, c'est quelque chose qui était jusqu'à peu, qui était relativement banal. Peut-être que les jeunes ne le savent pas. De son côté, l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, nous dit que sur les analyses d'hormones, antibiotiques et divers résidus de médicaments, aucune n'était positive en 2011. En 2012, seulement 2 carcasses de chevaux néerlandais montraient de faibles traces de médicaments. Tout animal est expertisé à l'abattoir par les vétérinaires officiels et aucun animal malade ne rentre dans la chaîne. Reste maintenant à faire entrer à nouveau la viande de cheval dans les mœurs alimentaires. Alors début mars, des études ont constaté que le scandale de la viande chevaline avait eu des répercussions sur les habitudes des consommateurs français. Alors en Belgique, pourtant, selon la Fédération nationale des fabricants de produits et conserves de viande, l'impact semble moins conséquent. Élise Parentani et Hélène Teupen se sont rendues dans un supermarché de Bruxelles. La vente a chuté de 30% pour les plats surgelés à base de pâtes et de viande en France. Mais en Belgique, qu'en est-il ? Est-ce que les Belges ont changé leurs habitudes alimentaires suite à ce scandale ? Non, parce que de toute façon, ça c'est des plats préparés en général et j'en mange déjà pas de base. Mais moi personnellement, ça me touche pas parce que voilà, ok c'est du cheval, pour des gens c'est un scandale, mais on met bien du bœuf, pourquoi on mettrait pas du cheval. Moi ça me fait un peu rire plus qu'autre chose, enfin, je ferais pas plus attention à ce que je mange. Non, pas du tout, ça a rien changé vu que de la viande de cheval c'est pas très grave. Le seul problème c'est qu'il s'était pas noté et que c'est ça en gros qui fait la grosse polémique, mais en soi ça m'a pas du tout affecté dans mes consommations. Les consommateurs semblent bien conscients qu'il s'agit d'un cas de fraude isolé. Alors que pour les Anglais, manger de la viande de cheval est un tabou, chez nous, certains experts soulignent la qualité de cette viande. Elle est moins grasse et contient plus de protéines et de fer. Maintenant que les gens savent qu'il peut y avoir des traces de viande de cheval dans leurs plats préparés, font-ils plus attention à l'étiquetage et la composition des produits ? En général, on est assez pressé quand on fait les courses, on ne fait pas attention. De toute façon, en général, c'est des produits qu'on a déjà l'habitude d'acheter. Tout n'est pas clair sur les étiquettes. Mais je dois dire, vu que j'ai des enfants, j'essaye en général de faire attention, oui. C'est pas évident, parce que on a l'impression que tout est codifié, il y a des mots qui nous échappent. C'est pas facile. Je pense que c'est un peu un buzz du moment et que dans 3 semaines on n'en parlera plus vraiment et les gens retourneront à leurs habitudes et ça les ennuiera de lire les packaging. Simple buzz ou nouvelles habitudes alimentaires, c'est seulement dans quelques mois que nous pourrons voir si ce scandale a changé définitivement la consommation des gens. Pour l'instant, on peut constater que la vente de pizzas et de poissons surgelés est en augmentation et les consommateurs de plats surgelés se rendent bien compte qu'en achetant ces produits, il y a toujours un risque de ne pas savoir l'origine exacte de tous les aliments. Quand tu achètes un truc tout fait, faut pas t'étonner qu'il y a des trucs dégueux dedans et encore bien pire que de la viande de cheval. Je pense que c'est vraiment il y a eu un tabac autour de ça qui est pas nécessaire, quoi. Ça m'étonne pas vraiment qu'il y ait eu des mensonges au niveau des produits dans un aliment. Je suis sûr qu'il y a encore plein de trucs qu'on découvrira dans 10 ans et qu'on dira ah ouais, c'est vrai, il y avait ça aussi dedans. Les Belges ne semblent pas étonnés de retrouver des aliments surprises dans certaines nourritures. Malgré tout, ils espèrent que ce scandale n'en cache pas d'autres, bien plus lourds de conséquences. On retrouve parfois une certaine opacité dans les supermarchés, mais aussi ailleurs. Nos reporters se sont souvent retrouvés confrontés à des refus lorsqu'ils ont voulu interviewer des traiteurs et des petits commerçants de proximité, même si ces derniers s'avèrent être une solution. D'ailleurs, les vendeurs bio et les produits d'origine contrôlée s'attendent à une hausse de leurs ventes. Élise, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, parfois le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le scandale de la viande de cheval risque de ternir une nouvelle fois l'image de l'industrie alimentaire, mais va certainement profiter à la filière bio et aux produits d'origine contrôlée. Il est encore trop tôt pour constater les effets bénéfiques de cette affaire, mais les magasins bio s'attendent clairement à une augmentation de fréquentation. Dans un contexte où les clients sont de plus en plus méfiants, il n'est pas étonnant de voir les consommateurs se tourner vers ces magasins.
Ils garantissent une traçabilité des produits grâce à des partenariats avec les éleveurs locaux et la certification bio promet un premier contrôle des pesticides. En France, le circuit court est encouragé par les chambres d'agriculture. Il est bénéfique pour les exploitants et pour les consommateurs. Pourtant, ce système se heurte à des difficultés sur le terrain. La fermeture de nombreux abattoirs locaux oblige les éleveurs de vaches à viande à faire de longs trajets pour trouver un abattoir ou à renoncer à la vente directe. À chaque scandale alimentaire, la nourriture saine est remise en valeur. Le consommateur est de plus en plus méfiant et le bio est souvent vu comme un choix de consommation de qualité. Le bio n'est plus une simple option, il est devenu au fil du temps une réelle alternative à la nourriture conventionnelle. Eh bien, merci Élise. Eh bien, justement, on va continuer un peu avec Arthur Jensen qui vient de nous rejoindre. Arthur, bonjour. Bonjour. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, Arthur ? Eh bien, je viens vous dire que je suis très très énervé en fait. Ouais. En fait, aujourd'hui, je suis un peu barbouillé et je ne sais pas si ce sont les boulettes que j'ai mangées hier midi ou si c'est la lasagne d'hier soir, mais ça a vraiment du mal à passer. Ça fait peur cette histoire, hein. On a tous des lasagnes dans son congélateur. C'est tellement pratique quand on a la flemme de faire à manger. D'ailleurs, ma mère n'a jamais cuisiné, hein. J'ai passé mon enfance à manger des waterzouilles surgelées. La scandale de la viande de cheval 100% pur bœuf a éclaté le mois dernier et aucune surprise pour moi. Je me doutais bien que dans ma moussaka micro-ondée, ce n'était pas de la vraie viande saillante et fraîche. Ces petits bouts de trucs marrons étaient denses sous la dent et je crois que ça me suffisait. La sauce rouge, et je n'ose même plus affirmer que c'était la sauce tomate, faisait passer le tout. Ça ne m'a jamais empêché de dormir, hein, et pour cause. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les pubs pour surgeler, ils montrent toujours une jolie famille, heureuse et qui mange en souriant. Personne ne devine que c'est des surgelés tellement c'est bon. Chez moi, c'est pas ça. Et qu'on se le dise entre nous, les lasagnes surgelées, c'est dégueulasse. Bon, je vous résume l'affaire. Findus a acheté les lasagnes à Comigel, qui a acheté la viande de Spanghero, qui s'est fourni chez un trader chypriote, qui a sous-traité à un trader des Pays-Bas, qui a acheté la viande de Roumanie. Ça, c'est du commerce local. Non, mais pourquoi aller acheter de la viande si loin ? Ils n'ont pas de bœuf en France ? L'autre jour, j'ai gardé avec suspicion dans un pot de bolognaise des petits bouts de viande qui flottaient dans la sauce. Je ne pensais pas qu'on mettrait un jour face à la triste et dégoûtante réalité. J'ai mangé des centaines de kilos de minerais de viande. Oui, c'est ce qui était noté sur les paquets de viande. Un minerai de bœuf surgelé désossé. Bon appétit. Ce sont des petits bouts de machin, de gras notamment, un mélange de déchets à base de muscles, d'eau et de collagène. En fait, c'est de la merde. Il y a 40 ans, cette matière allait à l'équarrissage pour être brûlée. Les industriels n'osaient même pas en faire de la bouffe pour chat. Aujourd'hui, on en trouve partout. N'empêche, pour qu'on en arrive là, il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui à un moment a dû dire « Oh, bœuf, cheval, ça va, hein. De toute façon, hacher, cuisiner, on fera pas la différence. » Et c'est vrai qu'on fait pas la différence, mauvais pour mauvais. Bon, pour être honnête avec vous, je continuerai sans doute à acheter des surgelés, mais je ne suis sans doute pas prêt à remanger de la lasagne. C'est vrai que tout ce qu'on mange finit pareil, mais ce n'est pas une raison pour avaler de la merde de départ. Bon, excusez-moi, je vous ai dit, je suis un peu énervé. Un contrôle accru de la part des opérateurs privés serait salutaire pour toute la filière. Sinon, on pourrait se remettre à cuisiner avec des bons produits. Les lasagnes bolognaises, c'est 45 minutes de préparation, et il faut avoir des feuilles de laurier sous la main. Merci Arthur pour cette petite humeur un peu énervée, hein, comme vous disiez. Alors, c'est vrai que tous ces scandales semblent avoir mis en évidence l'incapacité pour les États membres de faire respecter les législations européennes en matière de contrôle de la chaîne alimentaire. Et d'ailleurs, il y a eu une séance plénière à ce sujet ce mardi 12 mars au Parlement. Enrico Frabetti, avez-vous entendu parler de cette séance plénière ? Oui, tout à fait. On a bien suivi les interventions de différents députés. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit en général Bon, alors, c'est toujours amusant d'écouter parfois les députés européens. Je préfère faire des commentaires surtout sur ce qu'a dit le commissaire européen à la santé. Je pense qu'il a fait une bonne intervention. En effet, il a bien mis les choses à sa place. Donc, il a bien dit... il s'agit d'une fraude, il ne faut pas maintenant s'alarmer trop, ce n'est pas un problème de sécurité alimentaire et surtout on a déjà un système de traçabilité, il ne faut pas faire de la confusion entre origine d'un produit et traçabilité, ça c'est très important. Il faut aussi maintenant éduquer les consommateurs et chacun doit aussi comprendre, et c'est aussi surtout les consommateurs, que la qualité quand même a un prix. Vous êtes sur un marché, vous pouvez avoir le même produit qui coûte 1 euro ou qui coûte 5 euros. Bon, il faut se demander aussi la raison pour laquelle un certain produit coûte 5 euros. Et par rapport à ce qui a été dit, par rapport à des sanctions plus dissuasives, plus de sanctions donc, ou des sanctions plus sévères pour les fraudeurs en fait. Bon, là on est tout à fait d'accord. Nous, je pense que nos entreprises sont très très concernées. Ils sont tout à fait d'accord parce que ce scandale, évidemment, c'est un désastre. Il faut 5 minutes pour détruire l'image
d'un secteur et l'histoire des familles et des traditions. Il faudra beaucoup de temps pour éventuellement reconstruire. Donc, si ça sert pour donner un peu de confiance aux consommateurs, bon, ils sont évidemment bienvenus, ces sanctions et ces contrôles un peu plus stricts et plus fréquents peut-être. Les sanctions, donc plus de sanctions. Est-ce que vous avez d'autres... vous aviez notamment parlé de l'étiquetage. On avait notamment parlé de l'étiquetage tout à l'heure. Là, on parle aussi de sanctions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour empêcher ce genre de scandale de rééclater ou de perdurer ? Bon, c'est un peu difficile. C'est comme si vous me demandez qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la fraude dans le secteur de l'automobile ou dans des autres secteurs. Bon, il y en aura toujours. Je suis désolé de contredire même les amis, mais on aura toujours des scandales, mais dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quel secteur. Donc, c'est pas évidemment. Mais si ça touche à l'alimentaire, donc. Oui, je sais, c'est beaucoup plus sensible. C'est normal. Mais là, je dis plus de contrôle, plus d'extension. Je pense que c'est déjà une chose à faire, évaluer. Après, si même pas ça fonctionne, bon, alors tout le monde va faire comme il y a 50 ans, on va tout le monde acheter chez nos petits bouchers et nous faire la petite bouffe. Mais... Est-ce que de faire plus de contrôles et plus d'inspections, est-ce que ça a une viabilité sur le long terme qui... Évidemment, il a un coût. Quand on parle plus de contrôle, quelqu'un doit payer les coûts. Normalement, c'est les industriels qui les payent. Mais l'alternative, c'est de perdre le business. Donc, oui. Il faut investir dans plus de sanctions. Oui, évidemment, il faut introduire des contrôles qui soient basés sur les risques et aussi sur un système de bonus-malus. Donc, si quelqu'un a toujours fait bien son travail depuis, je ne sais pas, 30 ans, bon, peut-être il peut avoir moins d'inspections que quelqu'un qui a eu des problèmes dernièrement, on va dire comme ça. Donc, je pense qu'il faut introduire ces principes. Il y a une révision déjà quand même qui est dans la pratique de la Commission européenne. Et est-ce que les industriels de l'agroalimentaire, eux, sont prêts à recevoir ces contrôles, justement et sont plutôt partants et positifs là-dessus oui, tout à fait. De leur part Non, tout à fait. Surtout parce qu'il faut aussi déjà savoir qu'il y a beaucoup déjà des systèmes de auditing avec des certifications aussi. Donc, l'industrie est déjà très contrôlée. Mais ces contrôles sont pas équilibrés partout dans tous les pays européens. Donc, et aussi, il y en avait plus avant et ils diminuent au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que les contrôles, le système actuel n'est pas... Oui, non, là, c'est un point. C'est vrai qu'il faut plus d'harmonisation et peut-être plus de recours pour les États membres pour pouvoir exactement faire ces contrôles. Et justement, alors ce problème de la viande de cheval, ça traduirait aussi un problème dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Donc, sur un état de crise actuelle, est-ce qu'il ne faudrait pas justement raccourcir cette chaîne d'approvisionnement de viande, justement ? Mais si on va la raccourcir, on va perdre beaucoup de flexibilité. Donc, ça va être très, très coûteux. Je pense que le marché est assez grand pour avoir tout ce qu'on veut. Ok, très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Fabretti. Merci à vous de nous avoir suivis. À la technique aujourd'hui, nous avions Johan. Et puis, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Europe, c'est nous. 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 L'Europe, c'est nous.